Donc Sophie Lapizardi, à la tête de la société LexClair, qui va nous parler de legal design, effectivement, et qui, voilà, d'abord va se présenter, Sophie, à toi la parole et nous expliquer finalement ce qui a amené au legal design et en quoi c'est une innovation, et ça peut inspirer, éclairer des consoeurs et confrères. Très bien, ben merci, merci de votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, vous m'entendez parfaitement, tout va bien? Ok, Oui. ça marche. Alors, Sophie Lapizardi, je suis avocat, je suis spécialiste en droit public. J'ai un cabinet d'avocats, Lapizardi Avocat, donc entièrement dédié au droit public des affaires, avec des clients administration et aussi société, dans des secteurs tels que les marchés publics, l'urbanisme et le droit administratif. Alors effectivement, je suis venue au legal design. Je vous expliquerai un petit peu comment un peu plus tard, mais aujourd'hui, j'ai fait en fait de ce cabinet un vrai laboratoire du legal design. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis 2016, j'ai créé cette structure avec vraiment la volonté, Lapizardi Avocat, avec la volonté de travailler tous les actes, tout ce qu'on fait au cabinet et travailler en legal design. Et puis, effectivement, il y a LexClair. Jean-François, tu le disais, il y a LexClair. LexClair, c'est le prolongement en fait de Lapizardi Avocat, tout simplement parce que à un moment donné, mes clients m'ont demandé de me dire c'est très bien ce que vous faites, mais nous, on aimerait bien se former au legal design. Et donc, en fait, j'ai voulu faire partager la méthode que j'avais mise en place au cabinet sur la base de laquelle je forme mon équipe. Et donc, je propose aujourd'hui via LexClair une solution de formation et d'accompagnement des professionnels du droit, dont les avocats, au legal design. Oui, c'est à moi là de répondre. Alors, tout à l'heure, tu me posais la question de savoir comment j'étais venue au legal design. C'est ça, Voilà. ouais. Alors, d'abord, peut-être une petite chose. Le legal design, je voudrais quand même qu'on le définisse parce que parfois, alors, soit nos interlocuteurs ne vont pas connaître ce qu'est le legal design, soit parfois ils ont peut-être une vision qui n'est pas tout à fait correcte du legal design. Donc, dans legal design, il y a legal et design, ok? Le légal, on voit bien. Le design, parfois, on ne voit pas très bien. En fait, on a l'impression que le design, c'est esthétique. C'est-à-dire qu'on se dit qu'en fait, ce sont des pictos, des schémas, voilà, c'est peut-être des infographies. C'est souvent la représentation qu'on a du design. Alors que vraiment, le design, l'idée, c'est de dire les designers essayent d'améliorer l'existant. C'est une méthode d'innovation qui se base beaucoup, le legal design, on va en parler, sur les techniques de design thinking dont on a parlé, dont Jean-François, tu as parlé, dont j'ai déjà entendu aussi tout le phénomène, tout le processus itératif tout à l'heure dans la description de cette application qui me paraît absolument géniale pour les avocats. Donc voilà, donc le legal design, c'est la manière de communiquer l'information. C'est deux choses en fait. C'est la manière de communiquer l'information de manière claire, compréhensible pour les non-juristes et percutante pour les magistrats. Et c'est aussi la façon dont on va pouvoir créer des services juridiques et des outils juridiques innovants. Donc c'est une vraie démarche d'innovation qui n'est pas juste de mettre, c'est pas, on ne va pas devenir graphiste, hein, c'est pas ça, le boulot de legal designer, c'est en fait d'avoir une approche qui est centrée sur le client. On en revient toujours à la même chose. Les démarches d'innovation, de toute façon, elles passent toujours par une étape qui est de commencer par se poser la question de savoir ce que veulent nos clients. Et nos clients, ils veulent comprendre ce qu'on leur dit. Et donc, c'est le but, en fait, c'est le but du legal design, de leur permettre de comprendre ce qu'on leur dit avec des techniques. Alors, on a 3 techniques structurantes et puis on a rajouté des choses. Donc, LexClair et la méthode LexClair a été créée avec Fabrice Moléon. Fabrice Moléon, il est expert en design thinking, donc on a co-créé cette méthode et LexClair.
On travaille ensemble depuis 2016 parce qu'on on anime depuis 2016 des ateliers dans le cadre de l'ACE, l'Association des avocats conseils d'entreprise. Donc, on a été vraiment à la pointe parce que quand on sait que le legal design, ça a été inventé en 2014 à Stanford, nous, dès 2016, on a commencé à organiser des ateliers dans le cadre de l'ACE. Et puis, donc, on a créé l'ExClair. Et l'ExClair, donc, on l'a créé tous les deux avec Fabrice. Et donc, l'idée, c'était de communiquer, de transmettre en fait cette méthode aux professionnels du droit. Alors, je vous disais 3 techniques structurantes. Première technique, le design thinking. Donc là, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure. J'ai entendu l'innovation, le caractère itératif, l'empathie. Première chose qu'on n'apprend pas dans les facs, en tout cas pas depuis quelques temps, puisque ça, je suis assez heureuse d'avoir donné un cours en Master 1 à Dauphine cette semaine sur l'empathie. Donc, comme quoi, même les universités avancent et commencent à se rendre compte de l'importance du legal design. Et donc, ça, c'est la première technique, le design thinking. Deuxième technique, la visualisation de l'information juridique. Donc ça, on voit ce que c'est. C'est tout ce qu'on voit, les schémas, les tableaux, les pictos. OK, il y a des techniques, c'est la pensée visuelle. Comment on passe du texte à du texte plus de l'image. Et puis, la troisième technique, c'est le langage juridique clair. Oui, il y a des techniques pour écrire clairement quand on sait que 95% de la population ne comprend pas notre langage. Donc, il va falloir faire quelque chose. Je veux dire, ce n'est pas eux qui vont devoir comprendre ce qu'on leur dit, c'est nous qui vont devoir utiliser un certain nombre de techniques pour nous faire comprendre. Et puis, on utilise aussi d'autres choses. On utilise des sciences cognitives. Les sciences cognitives, en fait, on a découvert beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau et c'est assez intéressant et ça permet aussi un peu de faire redescendre la pression. Quand on sait comment le cerveau fonctionne, on se dit que ce n'est pas forcément notre interlocuteur qui n'a pas envie de comprendre ou qui n'a pas envie de lire nos 10 pages. C'est peut-être juste qu'effectivement, on fonctionne comme ça. Et puis, on utilise des techniques de marketing et de communication. Donc, avec tout cela, on a créé une méthode en 5 étapes chez l'ExClair. On a 5 étapes qui sont structurées avec des canevas qu'on utilise pour appliquer la méthode dès la fin de nos ateliers. Alors, une précision, et avant de vous expliquer comment on a fonctionné et à quel point cette période a été une opportunité en fait pour l'ExClair. La première chose, c'est que je suis arrivée au legal design en 2015. On pourrait dire que le legal design, c'est réservé au grand public, on peut faire des pictos, des schémas pour le grand public. Et pas du tout, en fait. Le legal design est totalement accessible au niveau du droit des affaires. En droit des affaires, on peut vraiment utiliser des techniques. Ça va évidemment si on travaille avec des particuliers, mais aussi en droit des affaires. Je vais vous donner 2 exemples. Ce qui m'a poussé à arriver au legal design, c'est 2 clients. J'ai un premier client qui est un maire qui m'a qui m'a dit, écoutez, voilà, moi je vous envoie la note de mon service juridique, j'ai 3 pages de notes de mon service juridique, moi j'ai pas le temps de les lire. On était sur 3 pages, hein, on s'entend bien. 3 pages de notes, j'ai pas envie de les lire, il va falloir me trouver une manière de m'expliquer plus rapidement cette information. Deuxième client qui m'a poussé à aller plus loin dans ma recherche de méthodes pour communiquer l'information juridique de manière plus claire, plus rapide et percutante, c'est une directrice juridique qui me dit, bah voilà, votre consultation, elle est très bien. Moi, maintenant, ça c'était pour moi. Maintenant, moi, j'ai besoin d'une présentation PowerPoint pour mon COMEX. Il va falloir que j'aille présenter ça dans 2 jours au COMEX. Est-ce que vous pouvez me préparer une présentation que je vais pouvoir projeter. Et donc là, vous voyez, on était en 2015 et donc je ne le savais pas à l'époque, mais le legal design venait d'être inventé en quelques mois avant à Stanford et donc j'ai commencé à travailler sur la visualisation. Donc ça nécessite, ce qu'on disait tout à l'heure, une démarche d'innovation nécessite de sortir du droit. Ça, c'est d'abord essentiel, d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est là que j'ai découvert le design thinking, c'est là que j'ai découvert aussi les méthodes de visualisation en faisant tout un tas de formations. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai créé ma méthode avec tout ce que j'avais pu trouver. J'ai vu comment je fonctionnais et c'est aujourd'hui cette méthode que je propose dans le cadre de l'ExClair. Alors, pour dire, on parle beaucoup de cette période qui est
qui est considérée, et c'est vrai, qui est difficile, éprouvante pour nos cabinets, éprouvante d'une manière tout court, mais il peut y avoir des opportunités. Et c'est vrai que, donc ce que je vous disais, c'est que l'Exclair, je l'ai créé parce que j'ai eu plusieurs demandes. À un moment donné, j'ai des confrères, j'ai des clients, des personnes qui m'ont contacté sur LinkedIn en me disant, mais on voit ce que vous faites, mais comment on fait pour se former à votre méthode? Et donc là, j'ai dit que j'allais créer. Donc on était en janvier, j'ai pris la décision de créer l'Exclair avec Fabrice et on s'est donné comme deadline le mois de mai. Et en fait, la période du confinement a été une vraie opportunité pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, il y a eu un vrai besoin de droit, c'est-à-dire qu'on s'est tous rendu compte avec cette accumulation de… Enfin, d'abord, les gens avaient besoin de comprendre leurs droits, à quoi ils avaient le droit, est-ce qu'ils devaient continuer à payer leur loyer, par exemple, les loyers commerciaux, alors que leur commerce était fermé. Donc, on sentait un vrai besoin de droit encore plus prégnant que d'habitude. Et de l'autre côté, une avalanche de textes. Et avec ça, au milieu de tout ça, on avait les professionnels du droit, les juristes dans les entreprises, les avocats qui devaient répondre rapidement à leurs clients et qui sentaient bien que là, il fallait mettre en place des techniques de communication qui étaient innovantes et donc clairement le legal design. Et puis deuxième chose, c'est qu'on s'est aussi rendu compte qu'on pouvait animer des formations parce que nous, nos ateliers sont principalement en ligne, en tout cas les ateliers inter sont en ligne. Quand on propose de l'intra, c'est-à-dire spécial direction juridique ou dans les cabinets d'avocats, on peut faire du présentiel quand c'est possible, mais on a beaucoup développé les ateliers en ligne qui sont très interactifs, où il y a des moments où on travaille en sous-groupe, on revient en groupe. Alors de toute façon, c'est un petit groupe, mais tout ça pour vous dire que peut-être que sans le confinement, eh bien, on n'aurait pas développé ces ateliers en ligne, on aurait peut-être été plus réticents, nos participants auraient été peut-être plus réticents à se former au legal design de cette manière. Or là, on voit que c'est une véritable opportunité. J'ai dans mes sessions de formation des avocats, des juristes qui viennent de la France entière et qui, pendant 3 heures, 3h30, 3h ou 3h30, se consacrent et travaillent ensemble, co-construisent ensemble eh bien, des documents juridiques plus clairs et compréhensibles. Super intéressant, Sophie. Je retrouve énormément quand même de notre approche innovante et c'est génial parce qu'on s'est appliqué à ce qu'on constate souvent, c'est que l'innovation, elle naît de ce besoin en termes d'usage et de l'expérience utilisateur. Bah oui, ça peut paraître un peu caricatural de dire j'ai 3 pages à lire, il faut me le résumer, mais c'est souvent ça dans l'approche produit, dans l'approche service, dans l'approche de l'évangélisation parfois que l'on a à mener, soit dans un brevet, dans l'explication d'un process ou même tout simplement dans une organisation quelle qu'elle soit. Donc, félicitations pour ce projet qui est, à mon avis, très inspirant pour beaucoup de gens. Simplement, on a tendance parfois à trouver ça un peu naïf et innocent, le fait de faire des schémas et de synthétiser. Or, une journée comme aujourd'hui, ce qu'on appelle le design ou ce n'est pas que du dessin, c'est vraiment d'abord l'agrégation et l'organisation de la pensée dans tout ce qu'elle résume, qui donne finalement une photographie finale d'une journée et d'une action. Donc ça a beaucoup de vertus. Enfin, moi, je suis mal placé pour le critiquer. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est important de bien comprendre que le legal design, ce n'est pas transformer 10 pages de consultation sur un ticket de métro. Le legal design, c'est pas ça. C'est parfois faire plus long. C'est pas forcément des schémas, des tableaux. En fait, on va travailler en commençant par l'utilisateur. Donc, on va travailler en empathie. Qui est notre client? Quel est son besoin? Qu'est-ce qu'il veut? Vous savez, les gens n'achètent pas du droit pour du droit. En fait, les gens se foutent du droit. La seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on règle leurs problèmes. Ils ont des attentes à la fois fonctionnelles, hein, ils veulent avoir la réponse à leurs questions, mais ils ont aussi des attentes psychologiques et il va falloir les identifier. Et quand on aura identifié ça, on pourra commencer à travailler sur la partie juridique. Donc, il faut aussi voir une chose, c'est que le legal design, c'est tout sauf superficiel. C'est vraiment un travail de fond. Mais la seule chose, c'est qu'on va axer tout notre raisonnement d'abord sur les besoins du client,
Ensuite, évidemment, on va travailler sur l'aspect juridique et ça, on a l'habitude de le faire. Hein. Ça, c'est notre étape 2, l'étape de recherche, qui va être l'étape d'identification des problèmes juridiques, des recherches juridiques, etc. Il y a une étape qui est cruciale, qui est l'étape de structuration. Donc, on va structurer. D'abord, on va sélectionner les informations et ça, oui, à un moment donné, il va falloir sélectionner les informations. Si vous voulez, on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut plus, vu l'infobésité, on ne peut plus déverser à nos clients toutes les informations. Ça veut dire qu'on va devoir sélectionner. Ça ne veut pas dire qu'on va gommer les nuances du droit. Ça veut juste dire qu'en fait, on va donner la juste information à notre client. On va lui donner la juste information et on va la structurer selon sa logique à lui et pas selon notre logique à nous. Voilà, c'est ça. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, quand on a à parler à un client de la période actuellement en cours du Covid, la manière dont, au moment du confinement, surtout le premier confinement, et là on commence à voir les autres ordonnances qui arrivent, mais au moment du premier confinement, on avait des ordonnances où on avait un régime particulier Covid. Et puis, on avait la question de savoir la force majeure par la force majeure. Si on dit au client, vous êtes dans un cas de force majeure ou pas force majeure, il ne va pas comprendre si vous avez un chef d'entreprise d'une PME, si vous avez… tous des non-professionnels du droit ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Donc, il va falloir structurer l'information, non pas selon notre logique à nous, qu'il faut conserver pour nos recherches, mais selon sa logique à lui pour lui présenter. Ça veut dire que le client, ce qu'il attend, c'est qu'on lui déroule l'information selon sa logique à lui. Sa logique à lui, c'est est-ce que je rentre dans ce cas ou pas? Il se fiche de savoir si c'est le régime spécial Covid, pas le régime spécial Covid. Et quand on a cette approche-là, qui peut se traduire par des tableaux, des schémas, etc., mais sans perdre à la précision juridique et à la rigueur juridique, qu'est-ce qu'on va faire? On lui donne la juste information, on lui donne l'information principale dès le départ, on va pas faire un jeu de piste. En fait, le client n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui donne la juste information dès que possible. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et donc, l'objectif, en fait, c'est en cela, c'est vraiment un levier d'innovation pour les cabinets. Le fait de communiquer de manière claire et efficace va permettre, en fait, de mieux collaborer avec ses clients. Moi, j'ai des exemples au niveau du cabinet où on a travaillé sur des projets où il y avait, par exemple, sur un montage contractuel, on était sur un projet d'aménagement où il y avait, on nous avait demandé de présenter tous les schémas contractuels. Il y avait des incidences juridiques importantes avec des questions juridiques complexes. On savait qu'on avait des clients opérationnels. Donc, l'écrit classique, ça ne leur convenait pas et on savait qu'on devait faire cette présentation lors d'une réunion. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des présentations PowerPoint puisqu'on était en réunion avec des opérationnels et on a projeté les 12 schémas contractuels qu'on avait envisagés avec des choses assez visuelles, mais aussi avec du texte qui indiquait les avantages, les inconvénients. Et là où je veux en venir, c'est que c'est là qu'on voit que c'est vraiment une démarche d'innovation et de collaboration et de confiance et de transparence avec les clients. C'est que nos clients qui n'étaient absolument pas juristes ont parfaitement compris, parce qu'on les a fait progresser tranquillement dans le raisonnement juridique en expliquant toutes les problématiques. Et on est arrivé à co-construire ensemble le 13e schéma contractuel, qui est celui qui a été retenu et qui correspondait parfaitement à leurs besoins. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de faire passer un message. C'est qu'en 2017, j'ai réalisé une enquête pour la CE et pour un ouvrage collectif de l'ESSEC sur la visualisation de l'information juridique auprès des magistrats. Les magistrats sont à plus de 90% à demander de la concision dans les écritures. Ils demandent à ce qu'il y ait de la concision, ils sont aussi en demande de visualisation à 70%. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, à la fois pour gagner en confiance vis-à-vis de nos clients, mais aussi gagner en impact vis-à-vis des magistrats, le legal design permet de résoudre en fait ces deux problématiques. Parfait, mais je crois qu'on a une bonne vision de la valeur ajoutée, en fait, que partant d'un besoin, vous avez construit en équipe, Sophie, toi et tes associés. Voilà, j'invite tout le monde à aller voir le site LexClair qui est assez clair, c'est le cas de le dire. Et peut-être, on a 2 minutes, donc une question à la volée de l'un des
des participants. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et après, on va plonger dans un autre volet avec le partenaire Société Générale et Julien Noblet qui va prendre la parole. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Sophie? Ok, ben c'était complet. Merci Sophie de cette Merci à vous. intervention. Merci.